Bonjour, aujourd'hui, mon collègue et moi-même allons vous présenter l'algorithme de Shor qui est un algorithme quantique. Comment en sommes-nous à vouloir étudier l'algorithme de Shor? Nous sommes tombés par hasard sur une publication LinkedIn de Monsieur Ed Gerk en novembre 2023 où il disait que lui et son équipe avaient développé un algorithme quantique capable de casser le RSA. Il disait que son algorithme quantique était à logique à multifacteur, qu'il était capable de factoriser de très grands chiffres et surtout qu'il était capable de le faire tourner sur un téléphone moderne en quelques secondes. Tout ceci montrait RSA comme étant obsolète, mais chose assez importante, c'est que M. Edgerk n'a pas encore présenté ni de preuves ni de revues scientifiques validées par ses pairs ou relues par ses pairs. Nous nous sommes donc intéressés à l'algorithme de Shor. Donc l'algorithme de Shor a été inventé par M. Peter Shor en 1994. Sa première implémentation a été faite en 2001. Comme on peut le voir actuellement à l'écran, la complexité en temps est bien plus faible que celle des algorithmes modernes. Et ce qui est important, c'est surtout qu'elle est exponentiellement, que l'algorithme de Shor est exponentiellement plus rapide qu'un algorithme moderne. L'algorithme de Shor se divise en deux parties. Une partie plus classique qu'on va appeler la partie simple, et une partie plus compliquée qui sera la partie quantique. Donc, il fonctionne comme un algorithme plus classique, c'est-à-dire qu'on lui donne en entrée un entier n, tant que la raison, la période, excusez-moi, la période, donc r, n'est pas un multiple de 2 et que a puissance r sur 2 est congru à moins 1 modulo n, nous allons chercher un a tel que a est un entier aléatoire pris entre 2 et n. Alors pourquoi 2 et du coup n, mais plutôt n-1? Tout simplement parce que dire que n est divisible par 1 ou par n n'a que très peu d'intérêt. Ensuite, une fois que ce a a été déterminé, nous allons regarder si il possède un PGCD avec n différent de 1. Si c'est le cas, nous avons déjà trouvé un facteur et donc du coup nous avons déjà fini l'algorithme. Si ce n'est pas le cas, nous allons faire appel à la partie quantique que mon collègue va vous présenter. Pour la partie quantique, donc que l'on nomme partie complexe, il y a quelques notions qui sont obligatoires à expliquer afin de rendre la partie la plus digeste possible, notamment d'abord ce qu'on appelle un qubit. Donc un qubit est l'homologue du bit dans le monde quantique, c'est-à-dire que c'est la plus petite unité de stockage dans ce domaine. Là où un bit peut stocker un 1 ou un 0, le qubit, lui, va stocker des états. On recense dans le monde du qubit deux états, l'état ket 0 et l'état ket 1. Ces deux états ont la possibilité d'être en superposition quantique, qui est une faculté spécifique à ce domaine, c'est-à-dire que le qubit peut se trouver dans ces deux états ou dans un seul des deux. La raison pour laquelle donc il y a beaucoup plus de valeurs possibles que dans le cas d'un bit habituel, c'est parce qu'il y a ce paramètre probabilistique, oui, alpha de ket 0 et bêta de ket 1. Ces qubits-là vont être enregistrés dans ce qu'on appelle des registres. Dans le cas de travail avec des qubits, il y a donc deux registres, puisqu'il y a deux grands états à retenir. Et chacun de ces registres aura un nombre de lignes quantiques correspondant au nombre d'éléments à l'entrée de l'algorithme. Dans le cas de l'algorithme de Shor, si on prend un n égale à 3, il y aura donc 3 lignes quantiques par registre, ce qui veut dire 6 lignes quantiques en tout. Donc, notre algorithme va commencer tout d'abord par faire l'instanciation des registres qubits pour le calcul. On les instancie tous à un état ket 0 qui est considéré comme une espèce d'état neutre dans le monde quantique.
Une fois ces états instanciés, on doit leur appliquer une fonction f de x. En l'occurrence, pour l'algorithme de Shor, c'est-à-dire f de x est égal à a puissance x modulo n, donc qui a x associe a puissance x modulo n. Une fonction fonctionnelle comme ça dans le monde classique, algorithmique, n'est pas applicable comme telle dans le monde quantique. Il faut d'abord la transformer, on va donc faire ce qu'on appelle une bijective de cette fonction. Et donc, pour grand F de K0, nous allons avoir un rendu de K a puissance K modulo n. Une fois que nous avons fait cette objective, notre troisième étape va être d'appliquer la transformation de Fourier, dont la formule assez complexe est actuellement visible. Nous n'avons malheureusement pas le temps de rentrer dans les détails de la preuve mathématique de la transformation de Fourier. Donc, ce que nous allons retenir, c'est qu'à la fin de cette étape, nous obtenons cette nouvelle formule qui permet de passer d'un état y en entrée à un état correspondant f de x. La quatrième étape va donc être de donner une estimation à ce y et un f de x0 afin d'essayer de chercher une fonction f périodique pour pouvoir répondre à la question du R que l'on attendait au début de l'algorithme. Vous pourrez donc voir également une formule à nouveau en bas. La cinquième étape va consister dans le fait de prendre notre y et de le diviser par grand N et de le mettre sous sa forme irréductible. Ceci va nous permettre de récupérer, grâce à une nouvelle formule qui sera créée, un R', dénominateur généralement du calcul, qu'on va nommer candidat pour R, puisque ce sera lui que l'on va tester afin de savoir s'il correspond aux conditions de R. La sixième et septième étape prévues de l'algorithme, nous les avons concaténées ensemble dans ce qu'on appelle l'étape de validation, c'est-à-dire qu'on va d'abord vérifier si f de x est bel et bien égal à f de x plus R'. Si ce n'est pas le cas, alors on essaye avec des valeurs proches de y ou des multiples, qu'on appellera également facteurs de R', afin d'essayer de trouver si ces deux cas n'apportent pas de résultats supplémentaires, alors on doit relancer l'algorithme dans la partie quantique. Afin d'expliquer tout ceci de manière beaucoup plus claire et précise, nous allons faire le déroulement de l'algorithme et je rends donc la parole à mon collègue afin de commencer la partie basique. Donc, nous allons voir deux déroulements. Donc, nous allons prendre n est égal à 15. Pourquoi n est égal à 15? Tout simplement parce que c'est un nombre assez petit pour être facilement manipulable à la main. Et aussi parce que, d'un point de vue historique, c'est le premier nombre que Shor a factorisé. Donc, nous allons avoir de la chance, nous allons avoir un A qui va être pris aléatoirement entre 2 et 15 du coup, et qui va être défini à 3. Nous allons du coup calculer le PGCD de A et de N. Nous allons tomber sur 3, auquel cas c'est différent de 1, et donc du coup c'est fini, nous avons déjà factorisé N. Admettons que maintenant nous ayons un peu moins de chance et que nous tombions sur un A est égal à 2. Le PGCD du coup de A et de N serait égal à 1. Nous avons donc besoin d'appeler la partie quantique pour venir résoudre ce problème. Donc pour la partie quantique, nous enchaînons avec notre première étape qui consiste à instancier nos registres à l'état 0. On différencie bien deux registres, le premier qui est censé recevoir suite au résultat de la bijective K et le second qui est censé recevoir A puissance K. C'est quelque chose que l'on voit donc dans cette nouvelle diaporama où on peut voir donc dans le premier registre que pour tout K donné, on retrouve un état qui correspond au K, c'est-à-dire que dans les cas de K égale à 0, on récupère un ket 0, K égale 1, ket 1, etc. Et dans le second registre, on retrouve donc l'application de la formule A puissance K. Donc dans le cas de K à 0, on retrouve donc 2 puissance K, donc 2 puissance 0, donc 1. Donc un état ket 1. Et dans le dernier, dans le cas de K à 14, on retrouve donc bien un ket à 2 puissance 14. Maintenant que cette étape est terminée, nous appliquons ensuite donc l'étape, la transformation de Fourier. Comme déjà dit, cette partie étant complexe, on récupère simplement l'estimation de la formule qu'on aurait dû retrouver, c'est-à-dire 2 puissance n fois L sur R, n étant estimé à 2 puissance A, donc 4. Ça permet de trouver un entier qu'on va poser M, qui permet de trouver une nouvelle formule, M étant sur 2 puissance n, égale à L sur R.
Puisque nous sommes dans un cas très simple et que A est égal à 2, on s'attend à trouver une périodicité de 4. Pour ce faire, nous allons devoir tester tous les cas possibles de la valeur L afin de trouver si c'est en effet une bonne estimation, c'est-à-dire tester tous les L entre 0 et R-1. Dans le cas d'un L égal à 0, il est évident que c'est un échec, puisque nous faisons une division de 0 par un autre nombre. Dans le cas de L est égal à 1, nous trouvons un quart, donc notre dénominateur R est bel et bien 4. Dans le cas de L est égal à 3, nous trouvons 3 quarts, donc à nouveau R est égal à 4. Et enfin, dans le cas de L est égal à 2, nous trouvons 2 quarts, ce qui se réduit en 1 demi. Et donc 1 demi, voilà, nous retrouvons donc un R', qui sera notre facteur. Afin de vérifier que ce R est bien réel et fonctionnel, puisque maintenant nous l'avons trouvé grâce au L, nous l'avons justifié grâce au L, nous devons vérifier que toutes les puissances de x pour a modulo n font bel et bien une périodicité. Donc nous prenons dans l'ordre a puissance 1, ce qui fait donc est égal à 2, modulo 15 c'est 2, 2 puissance 2 modulo 15 ça fait 4, 2 puissance 3 modulo 15 ça fait 8, voilà. Et enfin donc nous sommes à 2 puissance 4 qui vaut 16, 16 modulo 15 ça fait 1, nous trouvons donc ensuite 2 puissance 5 qui fait 32 modulo 15 ça fait 2. On retrouve donc ici une répétition dans nos éléments d'une périodicité de 4 opérations, ce qui correspond à notre R. Notre R est donc considéré comme valide. Nous passons donc à la suite et nous retournons dans l'algorithme basique. Donc, nous sortons directement de l'algorithme quantique. Nous vérifions que R est un modulo 2. Donc, en effet, c'est le cas, vu que R égale à 4 est bien modulo 2 égale à 0. Ensuite, nous vérifions que A puissance R sur 2, ce qui fait du coup 2 puissance 2 puissance 1, du coup ça fait bel et bien 1 qui n'est pas du coup congru à moins 1 modulo n. Donc du coup nous avons trouvé nos facteurs qui sont 5 et 3. Ceci conclut le déroulement. En conclusion, on peut apporter le fait que Shor est un algorithme probabilistique, c'est-à-dire qu'il peut ne pas ressortir le bon résultat.